Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire ce Parlement sans évoquer la question de la formation des photographes. Il existe différentes possibilités aujourd'hui. On sait que le choix s'ouvre de façon un petit peu large entre l'université, les écoles de photographie publiques, nationales, et puis certaines écoles privées également qui forment à la photographie. Ça nous importait de repositionner peut-être cette question de la professionnalisation des photographes dans les écoles aujourd'hui. Les formations ont évolué évidemment en 20 ans. On parlait tout à l'heure de la question du photographe intervenant. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. La question du photographe intervenant dans le milieu pédagogique, on en parlait tout à l'heure, et je sais que c'est un sujet aussi qui est à l'étude à l'école d'Arles à travers un programme qui est monté grâce au soutien aussi de l'INSEAC. Voilà, donc je suis ravie d'accueillir nos artistes enseignants, nos chercheurs, directeurs des études, de réfléchir et surtout de nous informer à comment sont formés aujourd'hui les futurs photographes de demain. Mais pas que les futurs photographes. Je pense qu'on ne forme pas que des photographes dans ces écoles de la photographie, puisque je suis une incarnation. je ne prends pas une seule image, enfin, à part de mon chat et de mon enfant. Mais du coup, voilà, j'ai fait l'école d'Arles il y a plus de 20 ans, et preuve en est que je ne suis pas devenue photographe. Donc, tous les chemins mènent à Rome, ou presque. Je remercie Brigitte Patient, qui est journaliste et autrice du magnifique podcast « Écoutez voir », que nous avons eu le plaisir de soutenir l'année dernière au ministère, et qui était l'amorce de cette collection. Voilà, je salue le travail de Brigitte Patient, qui est une grande dame, voilà, de la radio, qui a beaucoup accompagné la photographie et qu'on a eu le plaisir et qu'on continue d'avoir le plaisir d'écouter à travers ce podcast. Et merci Brigitte pour ton engagement auprès des photographes et de la photographie. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Fanny. Bonjour, rebonjour pour certains. Donc on est ici pour cette table ronde autour des formations initiales en photographie. Comment on les forme aujourd'hui, ces artistes, ces photographes, ces professionnels de la photo face aux grandes mutations de l'écosystème, tel est notre sujet. Avant tout, je voudrais que vous présenter les invités qui sont là. Véronique Figini, qui est maîtresse de conférences en histoire de la photographie, École nationale supérieure Louis Lumière. Arnaud Gissinger, artiste et enseignant-chercheur au département photographie de l'Université Paris 8. Delphine Paul, directrice des études et de la recherche, École nationale supérieure de photographie d'Arles. Et enfin, Bruno Serralong, chargé de cours dans l'option Information Fiction à la HED, Genève, École supérieure des beaux-arts de la Haute École d'art appliquée. Est-ce que je n'ai pas oublié un petit mot? T'en as rajouté surtout, il ne faut pas dire tout ça, il faut dire Haute École d'art et de design. Ah, mais voilà. Donc je sais qu'ici en ligne, il y a des jeunes gens qui vont découvrir ces formations. Il y a aussi des étudiants de ces écoles. Donc je vous propose de procéder ainsi pour que je ne prenne pas trop la parole puisque le temps va être court, je l'imagine déjà. Chacune de nos invités va présenter l'école dans laquelle il ou elle travaille. Comment se fait l'accès à cette école? Par dossier, par concours, autrement? Est-ce gratuit ou non? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou non? Qui sont les étudiants, leur profil, d'où viennent-ils? Est-ce qu'il y a une parité dans le recrutement? Est-ce qu'il y a une diversité? Et enfin, qui sont les enseignants, artistes, théoriciens, théoriciennes, photographes? Ça, ce sera la première partie. Ensuite, je reprendrai la parole. On commence avec Véronique Figini. Oui. C'est un bouquet de questions et je vais essayer d'y répondre de manière assez concise. L'École nationale supérieure Louis Lumière, c'est une école qui est à part, qui est singulière, à la fois pionnière et singulière dans le paysage pédagogique national. C'est une école qui est située donc à la Cité du Cinéma, dans le 93, et c'est la seule école de photographie en tant que telle qui est sous la tutelle, qui dépend du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. La seule école, bien sûr, en complément des départements des départements de photographie des universités. C'est une école également, nous allons bientôt fêter nos 100 ans
en 2026. Et je dirais que l'ADN de l'école est surtout cette proximité que nous cultivons toujours actuellement avec le milieu professionnel, dès 1926 et encore à l'heure actuelle, mais pas que, effectivement. Donc cette école, on y entre sur concours, à Bac+2, et c'est une école qui délivre donc un mémoire de Grand Master 2 à Bac+5. Nous avons un système un tout petit peu particulier par rapport au système LMD qui a été évoqué ce matin. Les étudiants rentrent en L3 et donc sont diplômés en master 2. Alors, qui sont le profil de nos étudiants ? Eh bien, finalement, correspondent à la pédagogie extrêmement polyvalente que nous et les travaux de recherche que nous enseignons, donc que nous développons ici à l'école. Contrairement peut-être à des écoles d'art, c'est vrai que nous avons un panel extrêmement large. C'est une école de photographie et non pas de photographe uniquement. Et donc, on traite de la photographie dans son acception extrêmement large. À la fois du côté artistique, à la fois également du côté technique, commercial, professionnel, économique. C'est-à-dire que nous, on n'a aucun angle mort du point de vue de la pédagogie dans notre cursus. Mais peut-être qu'on y reviendra. On y reviendra, dans la seconde sur la partie. formation. La polyvalence, la question de la pluralité, c'est vraiment ce qui caractérise notre école, à la fois donc, dans les profils d'enseignants. Ils peuvent venir de BTS de photographie, mais pas que. Ils peuvent venir de sciences politiques, également de formations beaucoup plus techniques, de formations plus scientifiques, de formations littéraires. On a vraiment un éventail extrêmement diversifié, et vous avez en miroir la même chose dans les enseignants. C'est-à-dire vous avez des enseignants-chercheurs, puisque nous sommes entre guillemets les garants académiques donc, du niveau du diplôme de Master 2, mais pas que. Nous avons essentiellement une poignée d'enseignants permanents, toujours très liés au milieu professionnel. J'en vois ici quelques-uns dans la salle. Et surtout et essentiellement des conférenciers, des vacataires. Nous sommes une école de photographie, de cinéma et de son. Et nous avons donc 300 vacataires qui interviennent chaque année, plus de 300 vacataires. Donc vous voyez un petit peu cette flexibilité de la pédagogie. Juste la question de la parité, vous l'avez... Parité, cocorico, nous sommes vraiment, donc comme on a les 3 sections, on peut dire que depuis qu'on est en système de master, dans une grande master, on a quasiment la parité chaque année de manière très très régulière, avec un tout petit léger avantage pour les femmes. C'est une profession qui s'est formidablement bien féminisée. Merci beaucoup. Arnaud, Paris 8, alors vous pouvez nous faire un petit résumé de toutes ces questions que j'ai abordées et que Véronique vient d'évoquer. Merci de cette invitation. Merci Brigitte. Je vais être bref aussi pour ce premier tour. Alors, Véronique, tu parlais de 100 ans. Nous, c'est 50 ans, la moitié de la Lumière. Nous sommes considérés comme une université de réforme, donc une jeune université qui a été fondée, on pourrait dire presque sur les barricades de 68 en France, à Paris, à Vincennes d'abord en 69, donc 50 ans ou un peu plus. Et il faut replacer cette formation dans ce contexte-là, à la fois politique et aussi politique culturelle, puisque c'est une des premières universités qui va inviter non seulement la théorie, mais aussi la pratique des différentes formes artistiques sous un toit qui est toujours la même UFR. Ça s'appelle art, philosophie et esthétique. Donc c'est probablement notre spécificité par rapport à d'autres formations. Nous sommes le seul département de photographie en France, donc hautement spécialisé avec un approfondissement de l'image photographique, mais en même temps, dans un cadre très large universitaire, nous sommes aussi la plus grande UFR d'art en France, avec 3500 étudiants et étudiantes. Le profil est très varié chez nous aussi. Je dirais notre richesse vient de ce profil, vient à la fois de la diversité des horizons géographiques, linguistiques et aussi des pratiques
antécédente à la pratique photographique. Nous avons de plus en plus d'étudiants et étudiantes qui viennent d'autres matières et d'autres intérêts et qui veulent se consacrer pleinement à la photographie, à l'image photographique. Nous proposons une approche théorique et pratique avec une double direction, une double formation à tous les aspects de la photographie, et la parité est très importante pour nous aussi, mais comme pour vous, avec un léger avantage, voire même un grand avantage encore pour les femmes. Voilà, merci. On en reparlera de cet avantage. Pourquoi cet avantage? Delphine, on va avec vous à l'école à Arles. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc l'École nationale supérieure de la photographie, effectivement, est située à Arles. Elle a fêté ses 40 ans l'année dernière. Donc c'est vraisemblablement une école assez jeune. Je vais peut-être pas reprendre l'histoire de l'école, mais ce qui est quand même important à comprendre, c'est qu'elle a été... c'est quand même l'initiative d'artistes, donc à savoir Lucien Clergue, Maryse Cordès et Alain Desvergnes, qui a été enseignant et qui d'ailleurs a été cité, je crois, ce matin pour ses méthodes pédagogiques. Donc effectivement, c'est une école qui a été initiée par des artistes à la fin des années 70, qui a une histoire très proche évidemment du Festival des rencontres de la photographie, et qui ensuite, puisqu'on parle de politique culturelle, a fait partie des grands travaux du début des années 80 et donc des grands travaux culturels de François Mitterrand, pour devenir après une école nationale et un établissement public au milieu des années 2000. Donc aujourd'hui, l'école, elle est sous tutelle du ministère de la Culture et elle fait partie de l'écosystème de toutes les écoles d'art en France. Ce qui signifie que officiellement, c'est une école qui forme des artistes-auteurs. Pas essentiellement, pas totalement, mais en tout cas, c'est sa vocation première. Donc ça se retrouve dans évidemment dans l'enseignement et surtout dans le désir et les motivations des étudiants et des candidats qui viennent à l'ENSP. Nous, aujourd'hui, on a... donc le format de l'école, il est un peu particulier parce qu'on a à la fois cette formation initiale qui est essentiellement un master en 3 ans. On propose également un doctorat en partenariat avec l'université Aix-Marseille et on a aussi tout un volet de formation continue assez important. Donc c'est à la fois une petite école par les effectifs puisqu'il y a 80 ou 90 étudiants. C'est peut-être une des plus petites en France du secteur des écoles d'art. Mais c'est aussi une école qui est traversée par des professionnels, des artistes qui viennent se former, des techniciens, des pratiques amateurs aussi, puisqu'il y a un enseignement, une éducation aux images, à la pratique photographique, à la pratique de l'édition pour des amateurs. Et en termes, puisqu'on est né dans les chiffres et dans les dimensions, pour ceux qui ne le savent pas, on vient d'investir depuis 2 ans un nouveau bâtiment de 5000 m² qui est situé donc à Arles face à la Tour Loumain, voilà, un peu à l'extérieur du centre-ville. Concernant le profil des étudiants, peut-être. Oui. Ouais. Alors moi, je suis en poste depuis 3 ans, tout comme la directrice actuelle, Martha Gilly, 3 ans et demi. On a un peu profité du Covid et de cette période très difficile pour mettre en place un concours d'entrée entièrement dématérialisé. Et également anonymisé, c'est-à-dire que pour entrer à l'école aujourd'hui, les candidats doivent donc justifier évidemment d'un bac+2, ça c'est le socle commun, avoir des expériences artistiques, avoir un projet personnel en fait, une motivation autour de leur projet plastique, des intentions, et dépose un dossier artistique sur lequel il n'y a aucune mention ni de nom, ni d'origine, ni de parcours précédent. Donc ça a été mis en place depuis 3 ans. Ensuite, il y a une épreuve écrite sur laquelle il faudra absolument revenir parce qu'aujourd'hui, faire une épreuve écrite en ligne à l'époque de ChatGPT, on peut se poser la question de la pertinence de cette épreuve. Et ensuite, une épreuve orale. Voilà. Donc, ce n'est qu'à l'épreuve orale, en fait, après la présélection, que les membres du jury découvrent les candidats. Donc, on a
pas encore totalement un recul suffisamment important pour analyser ce que ça change. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on a un recrutement qui est de 25 étudiants, enfin 26, qui est totalement paritaire. Sur la question de la diversité, on s'est rendu compte que on avait peut-être plus de candidats qui venaient de l'international, qui pouvaient postuler donc, à l'école, même si je pense que sur la diversité des étudiants, on a encore beaucoup à faire. Là, je pense que c'est le cas de toutes nos écoles en France. Enfin, je vais être un peu critique là-dessus, mais à partir du moment où on recrute à Bac+2, on est forcément une structure élitiste. Ça, j'en suis un peu persuadée. Voilà, en gros, pour le concours d'entrée. Et sur les profils, ça peut être effectivement des gens qui viennent de BTS photo, ça peut être des reconversions, enfin, ou des nouvelles conversions, des changements de direction. Voilà, ça peut être... l'autre concours d'entrée, il va jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, ça arrive assez fréquemment qu'on ait vraiment des étudiants qui soient à la limite et qui arrivent à l'école donc à 29 et qu'on accueille jusqu'à 32, 33. Voilà. Merci Delphine. On va vers Genève pour l'AED. Oui, avec bonjour, vous, Bruno. Bonjour à toutes et à tous et merci d'accueillir une école étrangère. C'est la Suisse, effectivement, c'est Genève, donc on y parle français, mais la structure est quand même un peu différente, même si on a rejoint depuis 2006 les réformes de Bologne et qu'on est maintenant une école bachelor-master en 5 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Donc 2006, on est une école récente, c'est le moment de la formation de la Haute École d'Art et de Design, qui est une école publique, mais qui est le résultat de la réunion de 2 écoles qui étaient centenaires, hein, l'école des Beaux-Arts de Genève et l'école des Arts appliqués. Donc, ce qui explique que la AED, c'est une école d'art et de design avec des gros départements art visuel et un gros département design. C'est à peu près 300 étudiants dans chacun de ces départements et un département plus petit en nombre d'étudiants, mais avec une bonne réputation, qui est le département ou filière cinéma, qui forme des étudiants aux films documentaires ou aux films de fiction. Donc, donc ce qui était intéressant de travailler à la création d'une école en 2006, c'est que les écoles évoluent souvent moins vite que le monde dans lequel elles sont. Et là, tout d'un coup, en 2006, on a dû repenser le programme d'une école, repenser la pédagogie, à un moment donné où effectivement les changements au niveau de l'image s'accéléraient. Et donc on en reviendra, peut-être on en parlera plus tard de la pédagogie, mais on a voulu initier quelque chose qui est en dehors des médiums, en dehors de la photographie, de la sculpture, de la peinture. Il n'y a pas ces appellations pour définir les options dans lesquelles les étudiants s'inscrivent. Donc école publique, on accueille les étudiants sans limite d'âge, à la suite d'un concours d'entrée qui se passe en 2 temps. Ça, c'est depuis le Covid également. Avant, on n'avait qu'un seul tour. Là, depuis le Covid et puis le fait qu'on a dû passer en ligne pendant 2 ans, on est resté ensuite sur ce type de concours en 2 moments. Donc un premier moment sur dossier, avec également un certain nombre de questions et une courte vidéo de présentation que les étudiants doivent envoyer, une présentation d'1 minute 30 environ. Et les étudiantes et étudiants qui passent ce premier filtre, on les reçoit ensuite en entretien. La question, bien sûr, de la diversité et de la parité est essentielle en Suisse. Donc, on a depuis très longtemps une parité totale entre hommes et femmes. Et puis, quant à la provenance, la langue officielle pour le bachelor est le français. Donc, on a une provenance d'étudiants suisses et beaucoup de Français. Par contre, pour le master, une provenance d'étudiants beaucoup plus internationale, puisque la langue est plutôt l'anglais. Est-ce que les Français ne sont pas trop présents par rapport aux candidats suisses ? Alors, bon, la Suisse, hein, comme vous le savez, enfin, on ne va pas rentrer dans des enjeux politiques, mais un rapport à l'immigration un peu complexe. Et donc, pendant un moment, il y avait plus d'étudiants français que suisses, et on s'est fait un peu taper sur les mains. Et maintenant, il y a une obligation d'avoir au minimum 50% d'étudiants suisses
dans l'école. Ce qui n'est pas si facile parce que la Suisse romande, c'est un tout petit, c'est un peu plus grand qu'un département, mais ça reste petit. Et dans cette Suisse romande, il y a trois grandes écoles des beaux-arts. Donc il y a la EDE à Genève, mais il y a également l'ECAL à Lausanne. Et dans le canton de Sierre, il y a également une école. Donc trois grosses écoles où tout le monde doit parler français. Bien évidemment, il n'y a pas suffisamment d'étudiants suisses pour la EDE. Merci Bruno. Alors il va y avoir, là c'est en quelque sorte avant les études. Maintenant on va être pendant les études. Je suis l'une des élèves de vos écoles. Qu'est-ce que je vis comme formation? J'aimerais que vous nous présentiez chacun la spécificité de vos formations pour la photographie. Est-ce que c'est devenir photographe, être artiste? Est-ce que c'est une formation artistique, des techniques sur l'intelligence artificielle, sur une attitude éco-responsable, etc., etc. Vous avez les questions, donc je vous demande comme ça, chacun à votre tour d'y répondre pour qu'on essaie de balayer tout ce qui est intéressant à pointer dans chaque école. On parlera, si vous pouvez aussi évoquer les partenariats que vous faites avec d'autres institutions, et puis la préparation à la sortie, et puis la préparation des étudiants à se positionner à l'international. Et ensuite, ce sera la dernière partie. Donc là, vous avez un peu de temps chacun pour vous exprimer à ce propos de la formation spécifique à chaque école, ou à chaque lieu en tout cas. Véronique. Oui, l'école, donc l'ENS Louis Lumière, pour bien, une fois de plus, la situer, j'ai souvent l'habitude de la comparer au Bauhaus, à une sorte de Bauhaus de la photographie. C'est une école, de par son histoire, qui bénéficie de moyens techniques extrêmement importants et des moyens techniques également de très haute qualité, puisque effectivement nous avons aussi un département pour la formation continue et cette proximité avec les fabricants qui renforce cette technicité. En clair, nous avons par exemple 5 laboratoires de recherche appliquée. C'est à la fois de l'enseignement et de la recherche, le tout donc s'irriguant l'un l'autre. Et comme laboratoire, nous avons donc un laboratoire numérique, mais nous avons également un laboratoire argentique. Nous avons Anne Buzeau qui est ici présente, qui est intervenue hier sur la question de l'écologie, pour répondre aussi à votre question sur cette prise de conscience donc, de cette pratique hautement chimique, à base de chimie pour les procédés analogiques. Et donc, nous avons également des laboratoires de recherche appliquée, donc on peut travailler effectivement, on peut tester, historiquement aussi, on peut tester toute nouvelle technique, que ce soit avec des partenaires comme par exemple Thales, l'armée ou d'autres industriels. C'est un inventaire encore une fois très très large. Donc le laboratoire effectivement donc numérique, optique appliquée, argentique, sensitométrie. La sensitométrie donc à cheval sur le cinéma et la photographie, et également des laboratoires d'électronique, c'est-à-dire que nous sommes une école qui est fondée essentiellement sur la pratique. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de métier de notre école, c'est toutes les pratiques, mais attention, assorties d'une dimension réflexive, c'est-à-dire avoir une pensée sur la pratique, c'est-à-dire avoir effectivement une réflexion sur la photographie comme image, comme espace critique de la marche du monde, pour reprendre l'expression qui a été utilisée superbement hier. Voilà. Donc on a une sorte de programme comme ça, à la fois exhaustif, commun. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible, étant donné qu'on a cette pluralité de toutes les formes photographiques que nous connaissons? Alors c'est possible à la fois oui et non. En théorie, comme ça semble impossible, mais nous, notre objectif, c'est finalement, c'est de faire découvrir. C'est un formidable terrain de découverte, notre école, c'est-à-dire de faire découvrir toutes les techniques, également toutes les possibilités du point de vue des statuts, du point de vue également des marchés. J'ai ici mon collègue effectivement Jacques Aymon qui est beaucoup plus spécialisé c'est un observatoire sur les marchés dans toute également leur diversité. Et donc nous apportons, si vous voulez, nous mettons à disposition des étudiants, des étudiantes effectivement toute
notre capital à la fois technique et intellectuel. Et nous les accompagnons également sur donc un mémoire de master, de master 2 à l'identique des universités, ce qui est demandé, puisque nous sommes évalués tous les 5 ans comme les universités, les écoles, par le Haut Conseil donc à la recherche et donc à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCERS. Je ne sais pas si j'ai tout dit dans le bon sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous remettrez dans l'ordre. Avec le N. Exactement, on est toutes les deux. Et donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. La maquette. Donc la maquette, on est sur 3 ans. Première année, les socles, vraiment les fondamentaux. Deuxième année, avec deux orientations. Très vite, effectivement, tout ce contexte de commande, c'est-à-dire on place l'étudiant au cœur d'un contexte professionnel, donc avec des partenaires extérieurs qui changent chaque année, et où finalement l'expression personnelle de l'étudiant peut également trouver sa place. Et dans un deuxième temps de cette deuxième année, ce sont les ateliers optionnels. Ça peut être sur le flux 3D, par exemple, sur le flux 3D, portrait à la chambre, ça peut être sur les procédés alternatifs qui marient à la fois les procédés historiques et hybrides, analogiques, numériques, ça qui conduit aussi par Anne-Lou Buzeau. Également, mon collègue Franck Mindon sur le laboratoire numérique qui, dans ses ateliers optionnels, aide à la fabrication d'un objet éditorial, mais de bout en bout, y compris jusque donc, de la conception intellectuelle à également la fabrication. Nous, on accompagne vraiment, on est sur un spectre donc absolument complet. Donc une série d'ateliers optionnels, et c'est là qu'on peut un peu épouser effectivement les évolutions aussi, et les demandes, la question des demandes que vous posiez aussi des bandes de nos étudiants. Et la troisième année, alors là, la troisième année, c'est là qu'on favorise en 5 la mobilité. Alors mobilité, quand on pense mobilité, c'est aussi national, notamment avec l'école du Louvre, et puis c'est international. Alors là, l'international, ça c'est vrai que c'est l'avantage d'être une école extrêmement ancienne, c'est qu'on bénéficie à la fois d'un réseau de nos anciens étudiants et aussi beaucoup d'accords avec votre école. Il y a eu effectivement un échange cette année, il y a eu une mobilité cette année, mais également on travaille avec la FAMU, qui est l'école donc de Prague. On peut travailler potentiellement avec toutes les écoles internationales du fait que la demande peut être exprimée par l'étudiant et nous, on accompagne toujours parce qu'on a également des fonctions support relativement importantes qui peuvent accompagner ces étudiants. Donc, les partenariats, effectivement, nous avons des partenariats institutionnels sur la question des commandes. On travaille avec la Société du Grand Paris, avec Solidéo, on a travaillé avec le Musée d'Orsay. Donc vous voyez un panel extrêmement large. Et puis également sur la mobilité, où là, je peux égrener les exemples, mais ce serait peut-être un petit peu fatigant. Une autre question dans votre supermarché des questions. J'ai peut-être oublié une question, je regarde mes notes. Sur la demande des étudiants, j'aimerais bien qu'on en parle, mais peut-être on peut y revenir à la fin, puisque d'autant plus qu'il y a des étudiants, je crois, dans la salle. Tout à fait. Donc ce sera quelque chose qu'on pourra garder pour les questions de la salle, s'il nous reste du temps. Voilà. Et pour conclure, simplement, effectivement, parce que là, on n'a pas l'habitude de travailler, vous l'avez compris, donc de manière monolithique et en sillon. Et je trouve que, surtout ces dernières années, on a énormément développé les circulations entre écoles, et notamment avec Arnaud, avec Paris 8, mais également avec Arles et également avec la Haine. Merci Arnaud. Regardons le contenu de la formation. C'est cette collaboration qui nous importe beaucoup aussi. Je pense que c'est cette diversité des différentes formes d'enseignement qui est vraiment la richesse en France en général. Je le dis aussi d'un point de vue de celui qui est venu en France pour étudier et qui vient d'ailleurs et qui apprécie énormément cette complémentarité. Donc je pense qu'on a entre nous aussi une intelligence aujourd'hui d'orienter et bien orienter les différents candidats et candidates pour les différents profils de complémentarité. Et j'en suis assez fier que ce dialogue existe vraiment entre les formations. Alors chez nous, à Paris 8, je dirais c'est vraiment une question d'engagement. C'est basé sur peut-être une ancienne conception de la photographie où les étudiants et les étudiantes viennent
avec un projet de recherche, notamment au niveau master. Nous avons aussi une licence qui est une licence d'art plastique avec un parcours photographie qui nous sert un peu comme une année de préparation pour le master, mais aussi comme un diplôme indépendant avec lequel vous sortez et vous êtes professionnel dans ce sens-là. Mais c'est cet engagement-là, avec la question de ce qu'on fait avec et par la photographie, et probablement le noyau dur de nos enseignements. Nos étudiants et étudiantes arrivent avec un projet de recherche, avec un double projet de recherche, théorique et pratique. Et c'est ça qui est important. Je disais tout à l'heure que notre enseignement vient vraiment des projets des étudiants et des étudiantes, et nous, on les suit, on s'adapte et on apprend énormément de choses avec eux. Donc c'est extrêmement exigeant aussi pour nous. Nous avons bien évidemment une maquette qui propose 3 champs principaux, qui est la pratique, la méthodologie et aussi la technique. On n'a pas la même richesse que l'eau et lumière. Chez nous, c'est plutôt préparer les étudiants et les étudiantes de se débrouiller tout seul et toute seule. Donc c'est aussi une qualité qui n'est pas choisie, mais qui peut aussi aider à long terme, et je le vois dans la salle, il y a plusieurs étudiants et étudiantes, et la preuve, ils sont encore là, et depuis quelques années, très actifs dans les métiers de la photographie. Cette combinaison théorie-pratique forme aussi concrètement à des métiers autour et adossés à un métier d'artiste. Donc nous avons cette liberté de dire que vous choisissez pendant et après les études différents champs de la photographie, et c'est vrai que le parcours de nos étudiants et étudiantes peut aller vers une pratique d'auteur, autrice et photographe, mais aussi vers la médiation, vers d'autres formes aussi d'élargissement et de questionnement théorique et pratique. Nous avons une force qui est la force des étudiants et étudiantes étrangères. Nous avons carrément presque 50% de demandes de l'étranger, et c'est vraiment cette richesse-là qui nous importe beaucoup, qui amène beaucoup de qualité. Nous avons plusieurs partenariats aussi avec le CPIF par exemple, des opérateurs locaux, régionaux, et l'international pour nous, c'est tout d'abord les étudiants et étudiantes qui sont internationales et internationaux. Très bien. Delphine, alors à Arles, Delphine Paul, comment se passe la formation quand on est, ça y est, dans l'école? Donc effectivement, c'est aussi une formation en 3 ans, avec une première année qu'on appelle propédeutique, c'est-à-dire que, je vais reprendre le terme de socle que vous avez utilisé, c'est l'année pendant laquelle les étudiants mettent à niveau les connaissances, qu'elles soient théoriques, enfin en tout cas sur les questions de histoire de la photographie, comment se situer dans l'histoire de l'art, également technique aussi, avec un enseignement de laboratoire et de travaux pratiques. Et c'est aussi l'année où la promotion de 25 fait corps. Et je pense que c'est une dimension assez importante, je reviendrai sur le cursus après, mais c'est une dimension assez importante que je note aujourd'hui à l'école. C'est cette envie et cet élan et cette propension des étudiants et des étudiantes à travailler ensemble. Et au sein du master à l'UNSP, il y a à la fois cette question de l'autonomie, donc je reprends les termes d'Arnaud, mais d'un étudiant qui va porter son projet personnel jusqu'au diplôme plastique, mais il y a aussi cette question du collectif et du projet par lequel, ensemble, on va apprendre des choses. Voilà. Et ça me semble un peu être les deux méthodes et les deux formes de pédagogie aujourd'hui qui traversent l'établissement. Donc après cette première année un peu dure et très chargée d'enseignements quotidiens lourds et plein d'exercices et de devoirs à rendre et de projets, on passe à une deuxième année qui est beaucoup plus ouverte, où là généralement il y a une vraie crise de sens de la photographie pour les étudiants qui, après avoir eu une année, je vois des étudiants là qui acquiescent,
après avoir eu une année extrêmement chargée, se pose plein de questions sur qu'est-ce que maintenant je vais pouvoir faire avec tous ces acquis-là. On passe évidemment à la fameuse injonction de la mise en espace des images, que ce soit dans l'édition, que ce soit au mur ou que ce soit sous la forme de films, parce qu'on a aussi beaucoup de production d'images en mouvement à l'école. Voilà, donc cette deuxième année, elle est souvent très ouverte, avec beaucoup de workshops, d'interventions de professionnels extérieurs, artistes, théoriciens, porteurs de projets. On développe de plus en plus de workshops qui sont portés par des artistes et qui viennent travailler de manière très intensive en groupe, donc avec des étudiants. Voilà. C'est aussi une année qui est traversée par des projets un peu plus conséquents, toujours collectifs et très en partenariat. Si je prends 2 exemples qui se sont déroulés cette année, le premier, c'est une commande avec Petit H, donc qui est une des filières d'Hermès, où un groupe d'étudiants a travaillé sur la question de la mise en image du déchet, du rebut chez Hermès. Et là, c'est une vraie commande avec une restitution à la fin, et restitution collective, mais également un avis sur des projets individuels par Hermès. Donc là, on est vraiment dans le champ de la commande. Et à côté, on a eu un projet avec l'école d'art de Brest sur des luttes sociales de Plogoff et comment les mettre en image et quels sont les liens entre le politique et les images aujourd'hui. Voilà, je prends 2 exemples de projets très distincts. Au milieu de ça, il y a une résidence pédagogique avec une commissaire d'exposition qui va travailler sur donc une artiste qui s'appelle Nicole Gravier, qui sera exposée pendant les rencontres de la photographie, et le projet d'exposition, le projet de commissariat, le projet de scénographie et les médiations de cette exposition, tout est pensé par les étudiants. Voilà. Donc c'est un peu ça la trame de la seconde année. Et la dernière, qui est quand même assez cadrée, c'est effectivement celle du mémoire et du diplôme plastique. Là, la dernière année, c'est vraiment la ligne droite vers le diplôme et la présentation des travaux. Voilà. On fait à peu près la même chose. On fait tous la même chose. Ouais. En fait, c'est ça qui m'inquiète. Il y a des petites variations. Mais alors Bruno, vous ne voulez pas... Tout le monde a répondu déjà. La aide, c'est exactement la même chose. Oui, non, c'est pas exactement la même chose, parce qu'on est une école des beaux-arts, donc on est une école généraliste. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est la différence, peut-être, avec les 3 autres écoles. C'est-à-dire, néanmoins, un ou une étudiante qui rentre en première année dans l'école a la possibilité de faire un parcours uniquement avec un enseignement lié à la photographie. Et dans ce cas-là, c'est un enseignement aussi bien théorique, pratique, conceptuel. C'est là où on rejoint bien sûr les autres écoles. Ou bien cet étudiant a envie de pratiquer pendant 6 mois la photographie et puis ensuite se tourner vers la peinture ou la sculpture ou la performance, ce genre de choses. C'est un peu la spécificité de cette école et on crée des ponts vraiment entre ces différentes pratiques, médiums artistiques. C'est-à-dire qu'un étudiant s'inscrit 6 mois dans une option et au bout de 6 mois, il a la possibilité de changer. En fait, en pratique, un étudiant ne va pas changer si souvent que ça, puisqu'on s'aperçoit qu'il ou elle rentre pour des raisons bien précises. Il rentre dans des raisons bien précises qui ne sont pas forcément liées au médium. Et là, je reviens un peu à cette idée, je vais un peu développer ce que j'ai dit de manière succincte tout à l'heure en 2006, quand on a repensé l'école. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas repensé par médium, c'est-à-dire qu'on n'a pas appelé ces 5 options, puisque le bachelor en art visuel de la aide est constitué de 5 grandes options. On ne les a pas appelées peinture, photographie, sculpture, qui nous semblaient être des termes un peu dépassés pour ce que les étudiants et ce qu'on vivait dans la pratique artistique, qui est beaucoup plus hybride. Et donc, au départ, on a commencé plutôt à poser des questions. C'est-à-dire que je ne sais pas si on forme vraiment des étudiants à devenir artistes ou on les forme à la photographie. Par contre, on leur demande de développer une pensée critique sur le monde. Et cette pensée critique, leur réponse, c'est de trouver des formes. Les formes sont politiques, elles ne sont pas qu'esthétiques, loin de là. Et une école, c'est un enjeu politique avant d'être un enjeu esthétique. Donc, à partir de ce questionnement-là, c'est-à-dire quelle forme tu as envie de développer comme réponse à l'environnement qui est le tien, on va dire, déplié des options
qui sont assez autonomes les unes les autres et qui proposent des programmes en lien avec cette question, en fait, de la forme par rapport à une réponse d'une situation ici et maintenant que l'étudiante et l'étudiant vit. Donc moi j'enseigne dans une option que je pourrais appeler bien sûr photographie vidéo, mais qu'on a appelé information fiction, plus loin art et réalité. C'est-à-dire que les étudiants, les étudiantes qui viennent dans l'option peuvent pratiquer la photo, peuvent pratiquer la vidéo, la performance, le dessin, la peinture, à condition qu'ils privilégient la question du terrain et des prises de vue sur un terrain. Le terrain, c'est à eux de le définir, ça peut être leur chambre à coucher, comme un conflit social, comme un peu... bref, différentes situations dans lesquelles le photographe, l'artiste, l'étudiant est impliqué personnellement. Il y a d'autres options qui travaillent la photographie, une autre par exemple qui s'appelle reproduction, où là l'étudiant est impliqué, sa réponse est très différente puisque c'est plutôt quelqu'un qui se dirige vers des questions iconographiques, donc de récupération d'images qui existent déjà, avec un travail de terrain beaucoup moins développé. Et il y a comme ça encore deux autres options, une autre qui s'appelle construction, une autre interaction et une autre représentation, où dans chacune de ces options, encore une fois, la photographie peut exister. Donc on nous fait souvent le reproche du coup de dire mais alors la photographie, il n'y a pas de photographie à la aide, ça n'existe pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de département clairement défini comme étant le département où on va enseigner la photographie. Par contre, elle est absolument partout, dans toutes les options, que ce soit en bachelor ou après en master, où l'école a développé 3 masters, dont un en art visuel qui s'appelle le Work Master. C'est juste qu'elle est située où elle répond finalement à des questions bien spécifiques des étudiants, puisque l'enjeu de notre pédagogie, c'est de se mettre au service des étudiants. Alors, ce sont des étudiants assez jeunes quand ils rentrent à l'école. Certains rentrent juste après le bac, ou son équivalent suisse. Donc ils ont vécu une pédagogie où ils sont censés avoir appris des choses en étant assez passifs. Et là, tout d'un coup, on leur dit, ben non, ça c'est fini. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de proposer en permanence quelque chose à laquelle nous, on s'adapte et on leur propose, bien évidemment, une perspective sur ce qu'ils commencent. Et donc, la pédagogie que l'on a, c'est une pédagogie qui est très souple, presque du cas par cas, à l'intérieur des options. Et puis, bien sûr, on est entouré par une structure un peu plus rigide, qui sont les ateliers techniques, où chaque étudiant a accès à ce qu'on appelle à l'école des pools, qui sont des ateliers de services techniques. Il y a 5 pools également, dont un pool photographie, où les étudiants vont aller chercher les compétences nécessaires quand ils ont besoin de réaliser un projet. Nous, dans notre option, on travaille essentiellement avec 2 pools. Le pool photographie, bien sûr, avec lequel on a des échanges très forts, mais également le pool impression, puisque c'est là où les tirages sont ensuite réalisés, et le pool micro-édition ou PAO, parce que beaucoup de nos étudiants réalisent des livres également. Donc si vous voulez, l'option, c'est un peu le cœur, c'est là où se déroule le travail et les discussions en collectif, essentiellement, puisqu'une option, c'est pas que moi, hein, c'est un ensemble de entre 4 et 5 artistes enseignants, une ou 2 théoriciennes ou théoriciens, une ou un assistant, et puis donc les techniciens des ateliers techniques. Donc chaque option, c'est à peu près 5 ou 6 enseignants pour une trentaine d'étudiants. Il faut considérer donc qu'une option, c'est une petite école dans l'école. On est très autonome, avec des passerelles, bien sûr, vers les différentes options, mais autonome quant au programme artistique que l'on développe. Et donc autour de ces options, il y a ces pools où tous les étudiants de l'école, en art visuel mais également en design, peuvent venir rechercher un soutien pour réaliser un projet. Et donc en étant école des beaux-arts, bien évidemment, nous, on ne se soucie pas forcément, et ça c'est peut-être un tort, je dis ça mais après on va en revenir et puis je vais pouvoir un peu moduler un peu ce que je vais dire, mais on forme des artistes. On ne va pas chercher à former, par exemple, des personnes qui vont ensuite évoluer dans le champ
de la culture en général, et en même temps, c'est ce qui se passe. Donc on a une responsabilité vis-à-vis de ces personnes, de ces étudiants, parce qu'on sait très bien qu'après avoir passé 5 ans à la Aide ou dans n'importe quelle autre école des beaux-arts, seul un très faible pourcentage va pouvoir ensuite continuer en tant que jeune artiste et artiste confirmé dans les 10 ans qui viennent. Donc se pose la question effectivement de comment accompagner ces anciens étudiants dans leur nouveau parcours de vie. Mais en tout cas, quand l'étudiant est dans l'option, vraiment on travaille avec lui, son projet personnel, le développement de travailler avec lui, son désir, sa volonté de devenir artiste. Merci Bruno. Justement, j'allais vous dire qu'il nous restait à peu près 10 minutes pour la dernière salve de questions autour de cette question de la sortie. Comment vous les préparez, ces étudiants, à la sortie? Est-ce qu'il y a des cours vraiment très pratiques sur les résidences, les prix, les rencontres? Est-ce qu'il y a des rencontres avec des directeurs d'institutions, des journalistes, des lectures de portfolio? Comment vous les préparez aussi à aller ou à vivre à l'international? Et puis, il y a aussi la question, que se passe-t-il après les études? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous avez une sorte d'observatoire où vous allez savoir que deviennent vos étudiants très réellement, de quoi ils vivent, est-ce qu'ils travaillent vraiment ou est-ce qu'ils ont totalement changé de métier? Je crois qu'à ce propos, Véronique, vous avez des chiffres. Oui, on a, je ne sais pas si on les passe maintenant ou en conclusion. Moi, je vous suis. Je pense qu'il y a des chiffres qui vont nous intéresser avec voilà, tout à fait. On va, si on peut, ces questions. Alors, effectivement, à l'ENS Louis Lumière, nous, j'ai oublié de préciser une donnée importante, il y a 16 étudiants par an qui rentrent dans chaque promotion. Uniquement 16, c'est-à-dire nous, on a 48 étudiants sur les 3 ans. Ce qui permet effectivement d'avoir un accompagnement extrêmement personnalisé sur les projets personnels qui développent essentiellement à partir de la 2e année et surtout donc pendant la 3e année où en complément de la mobilité, ils ont également un projet de création où ils font une exposition très concrètement. Puis ensuite, il y a la grande étape du mémoire. Et cette étape du mémoire, finalement, tous les projets qu'ils ont fait en amont doivent alimenter également ce mémoire qui, se compose de 2 parties, à la fois théorique et pratique. Et la partie pratique doit être, la partie théorique doit être constitutive de la partie pratique et la partie pratique doit être constitutive de la partie théorique. Donc, cet accompagnement personnalisé, on l'a après. On l'a après aussi parce qu'on a un petit nombre, donc c'est plus facile, il y a une question de comptabilité, et puis parce qu'il y a des structures, il y a l'association des anciens élèves, voilà, qui est une association extrêmement dynamique. Alors cette étude, comment on mesure finalement, que deviennent-ils après ? Avis de recherche, eh bien nous, à Louis Lumière, on fait tous les 5 ans une grande enquête. Et cette enquête, les résultats de cette enquête, la précédente remontait en 2018, et nous avons eu les résultats il y a 15 jours. Ça peut être consulté sur le site de l'ENS Louis Lumière. On va passer à la slide suivante, au visuel suivant. Voilà, j'espère que c'est assez lisible. Là, cette enquête dont je vous présente que quelques résultats, c'est 15 ans. 15 ans de recul, 15 ans de promotion, ce qui fait que, donc, tout confondu, cinéma, son, photographie, avec toujours comme ça, c'est cet point de vue comparatif, plus de 600 personnes, vous avez plus de 250 personnes qui ont répondu, et finalement, on s'aperçoit très vite que les conditions d'accès, là, c'est donc des données globales, sont tout à fait... sont quand même relativement satisfaisantes puisque nous, effectivement, 75% de nos étudiants, c'est anonyme, je précise tout de suite, 75% de nos étudiants, 76 exactement, sont satisfaits ou très satisfaits. Donc, on a des études. Alors, des études, voilà, tout à fait. On revient à la question de l'étude. Ensuite, la diapositive, la slide suivante. Alors ça, c'est plus en réponse à votre question. C'est vrai que la première activité, globalement, de 2 à 3 mois, et 50% de nos étudiants en photographie la trouvent dans les quelques mois qui suivent
Alors là, c'est un très bon indicateur pour nous, puisque nous sommes aussi, c'est une satisfaction pour nos étudiants, hein. Je crois qu'on a tous à cœur l'avenir de nos étudiants. Et globalement, après, dans la seconde moitié, effectivement, ils trouvent un emploi quand même au maximum dans les 2 ans qui suivent la sortie de l'école. Et d'après les retours, un étudiant sur 2, c'est vraiment grâce à l'apport de l'école. Donc ça, là, on peut passer au visuel suivant, encore très brièvement. Alors là, c'est les secteurs, hein, que je vous laisse découvrir. Et finalement, c'est ce qui reflète au mieux notre pédagogie, c'est que nous avons des étudiants qui travaillent dans absolument tous les secteurs. Nous avons par exemple un ancien étudiant qui travaille chez Apple, au siège d'Apple aux États-Unis, un autre qui a créé sa société Oculus qui a été rachetée par Facebook, et en même temps nous avons des artistes. C'est-à-dire que nous avons des artistes conceptuels, ce qui finalement, nous, à l'entrée, on ne cherche pas à se dire on veut 3 profils d'artistes, 3 profils techniques, etc. Non. On veut les meilleurs, ce qui crée une promotion, et ensuite on les accompagne dans leur trajectoire. C'est-à-dire on n'a pas de sélection, nous, métiers finalement et fonctions, on les accompagne. Donc vous avez effectivement les photojournalistes, hein. Par exemple, hier on avait Marie Dorigny de Myop, mais dans le collectif Myop, on a énormément d'anciens. On a des professeurs, on a des enseignants-chercheurs, 10% quand même d'enseignants-chercheurs. On a des enseignants à Arles, hein, qui enseignent également à Arles, mais dans plusieurs structures, et vous pouvez donc découvrir tous ces secteurs. On couvre absolument tous les secteurs finalement de la photographie. On va passer au slide suivant. Je voudrais laisser la parole. Non. Voilà, ça c'est les statuts, hein. Beaucoup d'auto-entrepreneurs, ça c'est le critère. Il y avait les données globalisées sur les 15 ans, mais également les dernières 5 années, effectivement l'auto-entrepreneuriat augmente, mais je pense que ça peut être aussi, ça reflète les métiers en général avec ce développement du statut d'entrepreneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous on a quand même toujours une bonne base de CDI. Parce que les métiers de la photographie sont souvent associés, et on peut terminer sur la diapositive suivante. Les métiers de la photographie, ça fait très peur, parce que, notamment aux parents, parce que ça signifie comment vas-tu gagner ta vie. Et bien là, on a la réponse, on a une démonstration qui est assez étonnante, hein, même pour nous, c'est que finalement, ça c'est les rémunérations. On mesure la rémunération et globalement, on est dans des tranches orange-jaune qui correspondent à des tranches hautes, nous, par rapport aux rémunérations. Et ceci, on peut le consulter sur le site de l'école. Oui, vous consultez à la fois l'enquête de 2018, vous consultez cette enquête-là, donc 2023, et rendez-vous dans 5 ans pour la prochaine enquête. Merci. Alors Arnaud, sur cette question de la sortie. Moi, je ne peux pas briller avec des statistiques, d'autant plus que je suis assez sceptique par rapport à ces statistiques. On nous demande évidemment aussi cette question de réussite, taux de réussite, et je déplore ces dernières années un petit peu ces fonctionnements-là qui se mesurent vraiment de façon un peu capitalistique. Et deuxièmement, on s'est rendu compte que les instruments de mesure ne sont vraiment pas applicables ou très, très difficilement applicables au parcours de nos étudiants et étudiantes. Par contre, je pense qu'effectivement, c'est Christine Vidal qui a parlé ce matin de déaccélérer le temps. Je pense qu'il faut vraiment déaccélérer aussi la question de la latence après le temps des études. Je pense que Bruno a dit une chose très juste. C'est vraiment pour nous la question d'être au monde. Pour nos étudiants et étudiantes, c'est de positionner leur travail, de dire quelque chose sur le monde par les images photographiques. Et probablement, on a pris, nous, historiquement, une dimension ou une direction inverse de ce que vous avez pris en 2006. Le département photographie a été fondé en 86 déjà, dans l'idée
d'approfondir un médium, d'aller plus loin en profondeur d'une image ou des images photographiques à l'époque, mais aujourd'hui beaucoup plus large évidemment, et d'être capable au niveau théorique, au niveau méthodologique, au niveau pratique, d'approfondir, donc d'aller vraiment en histoire de la photographie, dans les théories de la photographie, les esthétiques de la photographie, tout en étant un opérateur avec un positionnement. Donc pour nous c'est extrêmement important et on croit beaucoup, je disais tout à l'heure, à l'ancien idéal de l'université, à ce temps de latence qui est nécessaire véritablement pour trouver sa place dans ces professions, sachant que effectivement la plus grande partie de nos étudiants, plus ou moins, restent dans le domaine de l'image et de la photographie. Donc pour nous, c'est un très grand succès qu'il y a très peu d'éjections brutales de ça, mais ça prend du temps. Et je pense qu'à cette table, il y a plusieurs personnes qui ont pris aussi des responsabilités pour réfléchir plus sur cette question, peut-être au-delà même des statistiques. Delphine Paul. Oui, peu de chiffres aussi. Je vais vous donner peu de chiffres parce qu'on a besoin d'aller un peu plus finement en fait sur cette question des chiffres. Moi aussi, je suis assez réservé. On aimerait mener une enquête sur effectivement le devenir des diplômés de l'ENSP, mais peut-être avec une approche aussi un peu contextuelle. Je dis ça un peu rapidement, mais là effectivement on a deux exemples de diplômés de l'ENSP, donc à ma droite et à ma gauche, et il y en a d'autres dans la salle. Et ce que je perçois, c'est que les diplômés des années fin des années 90 et années 2000, les diplômés de l'ENSP qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'écosystème de la photographie, étaient très liés aussi à des structures culturelles qui étaient en plein développement, à un écosystème qui était en plein développement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Et on aurait besoin, en tout cas finement et historiquement, et peut-être même aussi du point de vue de l'histoire de l'art, de reprendre un peu ces devenir plus à la faveur d'entretiens que de chiffres peut-être. Après, évidemment, à l'école, on a une grande responsabilité. Et ça, je voudrais revenir un peu là-dessus, c'est que moi, je pense quand même qu'il y a une certaine crise de sens qui traverse les écoles d'art aujourd'hui, plus généralement pas que l'école d'Arles. Et il y a aussi une crise une difficulté pour certains étudiants et étudiantes à continuer à produire des images. Enfin, il y a vraiment des temps, en tout cas dans la formation, qui sont remplis de doutes. Et je trouve qu'aujourd'hui, faire le choix, quand on est jeune ou moins jeune, d'aller vers la photographie et vers la production des images ou réfléchir aux images, regarder les images quand on connaît un peu les conditions de vie des artistes après, c'est un choix extrêmement courageux. Donc ça, on le respecte évidemment et on a cette responsabilité de les accompagner donc pendant la formation et après la formation. Alors on peut le faire de plusieurs manières. La première, elle est évidemment logistique et sur la question des équipements et des moyens, c'est-à-dire qu'à Arles, on permet aux étudiants, aux diplômés de revenir à l'école les 3 années après l'obtention du diplôme. Et je peux vous dire que parfois, et donc bénéficier des équipements, impression, tirage, etc. Et je peux vous dire que parfois on a plus de diplômés dans l'école que d'étudiants, parce qu'il y a une vraie question de l'économie et de la production du travail artistique après la sortie d'une école d'art. Voilà. Donc il y a cet accompagnement-là. Il y a aussi un accompagnement qui est plutôt de l'ordre ce qu'on appelle des professionnels. C'est-à-dire qu'on a mis en place un programme de tutorat où des artistes, des commissaires, des gens qui travaillent dans des institutions regardent, discutent et accompagnent les diplômés après la sortie de l'école. Donc encore une fois, je reviens sur la question du temps. Discuter avec un diplômé juste après son diplôme, puis 6 mois après, puis 2 ans après, c'est pas la même discussion en fait qu'on a, c'est pas le même accompagnement et c'est pas le même échange. Et je crois vraiment qu'on doit se positionner sur cette temporalité, dont on sait qu'en général, on considère qu'un travail est mature et autonome dans les 4-5 ans après l'obtention du diplôme. Voilà.
Sur l'accompagnement et sur la responsabilité, après, elle se veut aussi dans la proposition évidemment de prix. Je pense qu'on travaille avec le prix Dior, de résidence, que ce soit dans le cadre scolaire. Donc on forme des diplômés à intervenir auprès de jeunes élèves. Voilà, là-dessus, on a un post-diplôme aussi international, enfin une résidence post-diplôme internationale qui s'appelle Miramar, donc, qui se situe sur le bassin de la Méditerranée, pardon, en partenariat avec d'autres écoles d'art. Bon, on a évidemment pléthore de dispositifs. Voilà. Mais c'est une période que je pense qu'on peut tous caractériser comme étant assez difficile, parce qu'encore une fois, il y a aussi un temps un peu de vide et de doute après avoir obtenu son diplôme. Il y a un rythme complètement différent, une autonomie de travail qu'il faut trouver. Et c'est important pour nos établissements de regarder ces phases-là, voilà, ces phases de travail pour répondre de manière graduée. Je vais arrêter parce que je pense que je peux parler pendant des heures là. D'accord. C'est pas l'idée. Mais je regarde le temps, on parle de temps, je le regarde moi précisément. Et Bruno, alors? C'est bien sûr assez essentiel cette question de ce qui se passe après les études. Donc nous, on commence à y réfléchir dès la première année où l'étudiante rentre à l'école, en organisant, en réalisant des projets qu'on appelle à échelle 1-1, c'est-à-dire des projets qui n'ont pas pour vocation de rester entre les murs de l'école, mais grâce à des partenaires, d'être exposés dans différentes institutions. Là, par exemple, je vais commencer un projet qui n'est pas très drôle à partir de novembre prochain, sur la question de la torture, avec une association qui s'appelle Artistes contre la torture et qui est en lien avec le Comité international de la Croix-Rouge. Donc l'idée de faire travailler un groupe d'étudiants, de 10-15 étudiants, donnera lieu ensuite à une exposition qui aura une grande visibilité en juin prochain à Genève. Et donc pendant tout ce processus de travail, bien sûr, l'étudiante va rencontrer d'autres professionnels du champ de l'art, des questions là aussi, d'autres questions bien sûr, du soin, découvrir des institutions, les archives du CICR, et progressivement aussi, du coup, des choses auxquelles l'étudiante n'aurait pas pensé, va pouvoir émerger finalement, et progressivement, éventuellement, se détourner du champ initial, que celui de la création artistique, pour aller, parce qu'il s'est aperçu pendant les études que cette institution l'intéressait plus, ou ce parcours l'intéressait plus. Donc vraiment, grâce à cette pédagogie 1-1, en dehors de l'école, on arrive comme ça à ce que les étudiants soient sensibilisés à tout la biotope et la diversité qui leur est ouverte, tout simplement parce qu'on les sensibilise au fait que pendant ces 5 ans, ils acquièrent énormément de compétences annexes, en fait, et que bien sûr, tout le diplôme est focalisé sur le travail artistique, donc le travail personnel, mais pour le réaliser, il a bien fallu qu'ils acquièrent des compétences aussi variées que l'apprentissage d'un logiciel comme Photoshop ou n'importe quel autre, accrocher des photographies au mur, faire ses impressions, et tout ça, bien évidemment, ça peut être monnayé ensuite pour gagner sa vie pendant un moment. Donc ça, c'est vraiment important, on les sensibilise vraiment à ça dès le départ. Après, au moment du diplôme, tous les ans, depuis maintenant quelques années, on organise ce qui s'appelle le Grand Tour, où on invite 100, 150 ou 200 professionnels du champ de l'art, c'est-à-dire des journalistes, des critiques, des commissaires d'exposition en photographie, bref, tout médium confondu, à venir pendant 2 jours regarder les diplômes, aussi bien les diplômes bachelor que les diplômes master, et bien évidemment les étudiants sont là et accueillent ces personnes avec qui ils et elles discutent. Donc ça, c'est aussi un moment fort de l'après-école, et juste le moment où l'étudiant n'est plus étudiant. Ensuite, pour la photographie, on a développé depuis quelques années, j'ai amené quelques ouvrages ici, une collection qui s'appelle Aide Photographie. Je peux les faire circuler si vous ne les avez pas. Qui est un choix. En fait, on publie 3 fascicules par an de jeunes diplômés de l'école, aussi bien au niveau master qu'au niveau bachelor.
Et ces fascicules sont envoyés, distribués gratuitement à différentes personnalités également, commissaires, critiques d'art, responsables d'institutions, en France et en Suisse. Mais on en donne également un certain nombre aux anciens étudiants pour qu'ils le diffusent eux-mêmes. C'est toute proportion gardée, c'est un peu leur première monographie, avec un travail très récent, une impression de très bonne qualité, un petit texte également écrit par une commissaire d'exposition. Donc déjà un outil professionnel en fait dont ils peuvent se servir pour leur première démarche dans le champ de l'art. Merci beaucoup. Je pense que... Je vous remercie. On a très peu de temps pour des questions, donc je sais qu'il y en a une ou deux dans la salle. On accorde 5 minutes supplémentaires. Merci. Oui, bonjour et merci pour tout ce que vous faites. Ces écoles n'existaient pas quand moi je voulais être photographe, quand j'ai passé mon bac en 81. Donc c'est très intéressant. Nous, on compte. Alors, je me présente, je m'appelle Marie Daucher, je suis photographe et je fais partie du collectif La Part des Femmes. Et je vais m'exprimer également au nom du collectif Africada, notamment avec Pascal Obolo, qui est commissaire d'expo, cinéaste, et avec qui je travaille beaucoup. Nous avons eu l'opportunité très récemment, fin mai, de pouvoir activer avec des collectifs racisés, queer, ce qui est extrêmement rare, enfin ça n'existe pas dans une institution artistique française. Récemment, l'exposition de Zanele Muholi, donc une femme noire qui se genre au masculin, et cette exposition a eu un succès absolument énorme. Et ce que nous avons fait aussi au sein de l'institution aussi, ce qui montre que des choses sont en train de changer et que le public, les étudiants, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient là, ont besoin d'entendre des récits qui sont souvent absents des écoles. Alors hier, avec mon collectif, on a refait un petit tour du corps enseignant de plusieurs écoles de photographie. Il y a des écoles de photographie où il y a encore un professeur que des hommes blancs. Alors là, je vais m'exprimer pour Africada. Ça pose des questions. Quand les seuls employés d'une institution sont les gens qui font l'entretien, ça pose des questions, on l'avait vu notamment aux Beaux-Arts de Paris. Ça pose des questions parce que ça veut dire que le corps enseignant n'arrive pas, ne sait pas encore, et c'est logique, hein, c'est structurel, prendre les questions que posent les étudiants racisés en compte. Il en va de même pour les questions féministes qui traversent la société de façon très profonde, et aussi bien Pascal que moi, que nos deux collectifs, sommes très 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 régulièrement consultés, appelés souvent à l'aide par des étudiantes ou des étudiants racisés qui sont perdus, qui ne peuvent pas travailler en fait sur les sujets, qui ne sont pas accompagnés. Et c'est problématique parce que nous, ça nous demande beaucoup de temps, on le prend parce qu'on voit bien que c'est essentiel, on essaye d'intervenir en école, mais on n'est jamais invité, même quand on le propose, c'est difficile, alors qu'on a une expertise sur ces questions qui est réelle. Et vraiment, je pense qu'il faut que dans les écoles, alors là on est un peu dans l'élite hein, des écoles, mais il n'y a pas que vous, il y a aussi des écoles, je pense surtout au photojournalisme, qui doivent vraiment travailler sur ces questions, ça veut dire inviter les spécialistes sur ces questions, parce que c'est une demande forte des élèves. Nous, on est débordés par ces demandes, par ces souffrances. Et ça veut dire que si on fait ces études en souffrant déjà, il y a peu de chances qu'on réussisse vraiment. Tout à l'heure, on parlait des chiffres. Nous, on produit des chiffres hein, à la part des femmes. On a aussi mis à jour ces chiffres avec le ministère de la Culture. Et je vais en prendre juste un. Quand on parlait des revenus, le revenu médian d'un photographe en France est de 1 400 €. Et 1000 pour une femme. Et structurellement, on explique pourquoi. Donc, il faut qu'on puisse parler de ça dans les écoles d'art. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse être invité, il faut qu'on puisse être payé, parce que c'est pas une évidence non plus. Et puis, ça veut dire qu'il faut mettre en jeu ces questions qui traversent profondément la société. Je pense que ce qui s'est passé à la MEP le mois dernier a montré que ces questions sont hyper importantes. Et il y a des étudiants et étudiantes en souffrance. Et puis, la photographie propose des représentations du monde, de nos corps, de nos sexualités.
Et on voit bien qu'il manque des représentations, et on voit, et je termine 2 secondes, et qu'il y a de très mauvaises représentations. Notre collectif sort en octobre une étude sur le portrait de presse photographique. Je pense que dans les écoles d'art et dans les écoles de photo, ça va être très très important de voir comment ça se joue. Merci. Je peux répondre. Je peux vous répondre. Moi, alors. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, ça a été assez absent de nos discours, et c'est un peu ce que je voulais énoncer avec la crise de sens, mais peut-être je me suis pas suffisamment exprimée. Toutes les questions là que vous mettez en avant, elles sont mais quotidiennes, en fait, dans les écoles. Donc, évidemment, on travaille avec... Alors, vous citez un corps enseignant trop masculin. Enfin, je prends le cas d'Arles, c'est des choses qu'on essaye de rectifier, mais on ne va pas non plus voilà, virer les gens parce que ce sont des hommes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut rectifier par des interventions, par des discussions aussi avec les étudiants. En fait, quand on travaille dans une école d'art, on est obligé d'être agile et à l'écoute et extrêmement mobile sur ces questions-là. Parce que le corps enseignant n'est pas forcément formé ou alerte là-dessus. Donc il faut absolument qu'il y ait des relations d'écoute constante. Sur la question des discriminations, je sais que nous, on a une formation qui a été organisée à l'école pour l'ensemble des étudiants et aussi l'ensemble des personnels de l'école. Et c'est petit, c'est rien. C'est une association qui s'appelle La Petite, donc qui est basée à Toulouse, mais ça a fait émerger des tonnes et des tonnes de questions, et ça a permis de prendre en compte peut-être pour toute une partie de l'équipe que ces questions, elles étaient présentes, qu'il fallait, qu'il y avait des usages dans la langue qu'on ne pouvait plus utiliser, que peut-être que oui, le secteur de la photographie est un peu conservateur, que ces questions, elles doivent être enseignées, discutées. Donc c'est par les interventions, c'est par les personnes qu'on invite à côté, comme vous le dites, qu'on peut changer cette vision des choses. Les étudiants sont très alertes, ils ont plein d'idées, je pense qu'il faut vraiment les écouter. En tout cas, c'est notre rôle. Et oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'est sur la question de la parité, qui maintenant est une règle. En tout cas, enfin, le ministère de la Culture nous enjoint tous à, évidemment, avoir des jurys paritaires, des séances de bilan paritaires, etc. Ça se fait. Mais c'est aussi à d'autres endroits que la parité, elle peut être imposée. Je pense notamment aux références et aux bibliographies. Ça, c'est un travail qu'on essaye de mener à Arles. Et c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui demande beaucoup de recherche. Mais ça me paraît incontestablement nécessaire de le faire aussi à cet endroit-là, à l'endroit des contenus et des connaissances et des savoirs. J'arrête de... Arnaud. Je peux dire juste un mot aussi, parce que je parle de Puy-Saint-Denis et d'une université, comme je disais en introduction, qui évidemment ouvre ses portes depuis 50 ans à toutes ces questions. Donc pour nous, c'est une évidence tous les jours. Merci, incroyable, pour votre intervention, c'est extrêmement important. Mais je dirais presque que c'est par une pédagogie inversée que ces questions nous arrivent depuis des années. C'est des questions qui sont vraiment très très prégnantes depuis des années, et il y a une très grande importance dans ces questions-là. Donc j'aimerais bien continuer ce débat avec vous par rapport à ce qu'on fait nous. Et puis pour la parité, je pense qu'effectivement il y a un long chemin à faire. Le vrai problème, c'est pas que effectivement, je disais avantage tout à l'heure de majorité de femmes. Le problème, c'est l'inversion de ce qui se passe après. Oui. On a beaucoup de femmes étudiantes, et après, quand on regarde effectivement les revenus ou même l'hierarchie de ceux et celles qui sont aux commandes, à l'université, c'est exactement la même chose. Donc, si on monte dans les hiérarchies, il y a de moins en moins de femmes, et les femmes actuellement qui sont dans les positions importantes payent un double prix très fort parce qu'elles sont amenées paradoxalement ou logiquement dans les commissions de parité, et elles font le double boulot aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui, je trouve, et que j'espère que ça arrivera à une solution. Juste une dernière chose, vous dites à juste titre qu'il y a toutes ces questions qui sont là, mais je nuancerai un petit peu, les questions n'arrivent pas que par la souffrance. Elles arrivent tout simplement par un désir de parler de là où on est, d'où on parle. Il n'y a pas que de la souffrance dedans. Et ça, j'imagine bien, mais nous, on essaie justement, avec ce travail de positionnement, de donner corps à cette souffrance ou à ce besoin d'exprimer quelque chose de son être au monde par des images, évidemment. En tout cas, c'est un nouveau sujet pour l'année prochaine, pour le Parlement de l'année prochaine.
Je crois qu'il faut vraiment, je suis On désolée. doit en effet clôturer cette très belle table ronde. Merci beaucoup pour vos interventions. On se retrouve à 14h, le temps nous presse.